Bienvenue dans Au-delà des performances, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et dirigeants pour partager sans filtre leur réalité au quotidien. Je suis Carole Messonnier, naturopathe, et dans chaque épisode, je vous invite à découvrir des parcours de femmes et d'hommes engagés à travers des échanges vrais, humains, autour des difficultés qu'ils ont rencontrées, de leur expérience et de la manière dont ils ont trouvé leur propre équilibre à leur façon. Un nouvel épisode vous attend tous les 15 jours et si ces conversations vous plaisent, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast. Aujourd'hui, je reçois Lucie Pêcheur, DRH indépendante. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours professionnel marqué par des contextes difficiles, restructuration, plans sociaux, fusion, des expériences qui l'ont confrontée très tôt à la gestion de crise et aux émotions humaines qui les traversent. Lucie partage ce que le métier de RH lui a appris, l'importance d'un cadre juridique solide, la valeur de l'équité, mais aussi la nécessité de trouver un équilibre entre empathie et réalité économique. Guidée par des valeurs auxquelles elle ne déroge pas, elle évoque ses réussites, ses échecs, son burn-out et comment elle a appris à poser ses limites pour mieux se protéger. On parle aussi de développement personnel et de la manière dont elle redéfinit aujourd'hui la performance, une performance alignée, de soi à soi, plus humaine et respectueuse. Bonne écoute! Bonjour Lucie. Bonjour Carole. Bienvenue dans le podcast. Merci de m'avoir conviée. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis montpelliéraine, fille du Sud, 47 ans, et je travaille en ressources humaines depuis près de 25 ans. Voilà, j'ai une fille qui est au collège. Je vis en couple depuis un certain temps. C'est quoi ton parcours professionnel, toi? Parce qu'aujourd'hui, tu es à ton compte, mais tu as commencé dans le salariat? Tout à fait. Donc, j'ai un parcours assez classique avec une maîtrise de sciences de gestion. J'ai obtenu ensuite un diplôme en audit social et puis j'ai commencé ma carrière en agence d'intérim. Puis j'ai souhaité travailler dans un cabinet de paye pour pouvoir découvrir plusieurs conventions collectives. Et parce que la paye aussi, c'est très important en ressources humaines, ça permet de comprendre pas mal de choses. Et puis ensuite, j'ai enchaîné des postes généralistes en ressources humaines. C'est quoi qui t'a donné envie de partir dans cette branche des ressources humaines? Alors très tôt, dans mon entourage, il y avait une DRH qui me parlait de ce qu'elle faisait et puis ça m'a tout de suite plu. Depuis toute petite, j'aime l'humain, j'aime échanger et j'ai toujours eu cette envie d'allier à la fois ce qu'on peut appeler ce qui doit être cadré et l'humain. Voilà, donc moi j'ai un doc de maths physique, hein, je l'ai pas dit, mais j'ai un doc de maths physique, donc je suis quand même très structurée, on va dire, dans le travail et j'aime l'humain. Donc C'est ça qui t'a porté exactement. Ça, dans toutes tes missions, c'est quelque chose que tu as toujours réussi à garder au cœur, l'humain? Parce que des fois, j'imagine que ça dépend pas que de toi non plus. Parce que c'est, tu vois, moi, les souvenirs que j'en ai dans le salariat, alors que c'était pas du tout un poste comme toi, moi, j'étais salariée classique, enfin, en tout cas, j'avais pas ces postes à responsabilité et c'est vrai que l'humain, moi, c'est ce qui me semble le plus compliqué dans l'entreprise. Alors c'est compliqué, mais en même temps, c'est passionnant puisque, travailler en ressources humaines, bien évidemment, on a une mission d'accompagner la société, hein, pour une situation pérenne, mais tout ça dans un environnement sain. Et bien évidemment, au début de ma carrière, il y a certaines situations que j'avais beaucoup plus de mal à gérer qu'aujourd'hui, où aujourd'hui ça paraît plus naturel. Et il faut le dire, alors je sais pas si tous les RH oseront le dire ou s'ils sont d'accord avec moi, néanmoins, ça permet aussi de faire du travail sur soi et je trouve que c'est un métier qui c'est du développement personnel finalement, d'être RH. Ça t'a appris quoi, alors ma question elle est en 2 temps. Ça t'a appris quoi sur toi et ça t'a appris quoi sur les autres, toute ton expérience professionnelle? Alors, sur moi et les autres, on va commencer de manière globale, qu'on est tous différents et que finalement, il faut essayer de s'adapter aux uns et aux autres et c'est la grande difficulté. Alors là, on parle du milieu professionnel, mais dans la vie personnelle, c'est la même chose.
Je me souviens que toute petite, ma grand-mère m'avait dit, suite à une dispute avec un de mes parents: «Tu sais Lucie, de toute manière, on ne peut pas changer les gens». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça résonne encore plus après le développement personnel et puis, bah, voilà, hein, j'approche la cinquantaine. Je me rends compte que, bah, c'est vrai. On est vraiment tous différents et que chacun doit faire des efforts pour pouvoir, arriver à travailler, à vivre ensemble, à communiquer et c'est toute la différence. Et ce que ça m'a appris, j'ai eu pas mal d'échecs, hein. Je me suis cassé la figure, de mal aborder certaines discussions, d'avoir, les émotions qui partent dans tous les sens et avec le temps, avec, des formations aussi sur l'assertivité, j'ai fait des séances d'equi-coaching, enfin voilà, c'est des choses qui petit à petit se mettent en place et qui nous permettent d'être plus à l'aise, dans notre relation à l'autre. Bon parfois c'est beaucoup plus facile, la relation à l'autre en entreprise que dans la vie perso aussi, parce qu'on en revient aux émotions et on sait très bien que quand on est attaché à quelqu'un, c'est souvent, en tout cas pour ma part, plus difficile, de de s'adapter et de pas partir au quart de tour. Ouais. Rappelons-le, je suis une fille du Sud, donc voilà, les émotions sont parfois un peu fortes. C'est quoi, est-ce qu'il y a eu un événement en particulier qui a été une porte d'entrée sur, tout ce développement, personnel, dont tu nous parles? Alors, certainement, alors dès très tôt, au début de ma carrière, vers 25 ans, j'ai intégré une entreprise, qui a rencontré un fort développement pendant 5 ans et puis qui tout d'un coup, a eu une grosse perte, de chiffre d'affaires et donc il a fallu mettre en place, des procédures de sauvegarde, de redressement. Puis ensuite un plan social et c'est arrivé jusqu'à la liquidation. Mmh. Donc là, j'avais, sur la fin de la procédure, 28-29 ans, avec, de la gestion multisite à distance, des cultures différentes aussi puisque n'oublions pas que quand, on a des collaborateurs qui sont à Strasbourg, à Lyon, à Paris, à Toulouse, on a enfin, il faut le dire, on n'a pas totalement la même culture. Ah, tu vois des différences, régionales? Complètement, il y a quand même quelques petites différences. Et donc, c'est vrai que là, j'étais très jeune. Ça a été difficile, pour gérer mes émotions. Mmh. Néanmoins, il y a eu un bel échange avec les collaborateurs malgré la situation complexe et je pense que ce qui m'a permis aussi de vivre cette situation plus ou moins bien, c'est que je m'entendais très bien avec le dirigeant et qu'il y avait une belle équipe, au sein de la société. Donc ça, c'est des choses, qui ont été, positives. Pour en revenir à ta question, voilà, depuis toujours, j'ai toujours j'ai toujours été intégrée à des sociétés qui rencontraient, à un moment donné, des difficultés, dans des contextes, complexes. Je préfère employer le mot complexe que difficile, avec, des restructurations, des projets de cession, des projets de fusion, de rachat, de déménagement, des restructurations avec des baisses d'effectifs. Enfin voilà, beaucoup de mouvements, beaucoup de projets de réorganisation, des créations aussi de services, hein, ça arrive, hein. Il y a aussi des choses Positif. positives et des périodes, aussi de fort développement d'activité. Donc vraiment, sans le vouloir, malgré moi, j'ai toujours intégré ce type de société qui avait, faut le dire aussi, peu de moyens, peu de budget. Donc on apprend à se débrouiller et puis, ça devient entre guillemets «la norme» en fait. Ouais. Alors voilà, ce mouvement devient la norme et en même temps, c'est ce qui pour moi est excitant dans ce travail. Le côté un peu challenge et Le côté challenge exactement avec, vraiment un projet à 5 ans, ou parfois moins, ou parfois ça arrive très vite et il faut arriver à gérer des crises, hein, parce que là j'ai pas employé le mot crise, mais on peut quand même, c'est de la gestion de crise. J'ai beaucoup fait de gestion de crise, en fait et pour autant, c'est quelque chose qui petit à petit a été de plus en plus facile à faire parce que,
avec le temps, avec l'expérience et avec les situations rencontrées, il s'avère que beaucoup de collaborateurs, beaucoup de dirigeants arrivent à rebondir, soit à changer de voie, soit c'est le moment de créer une entreprise alors qu'ils avaient jamais osé le faire, de déménager pour rejoindre leur amoureux, leur amoureuse, enfin, ou reprendre des études. Donc voilà, on n'est pas non plus dans le monde de oui-oui, néanmoins, Il y a une conclusion qui peut être positive. voilà, il y a une conclusion qui est positive et j'ai rencontré, enfin voilà, des personnes fantastiques et on sait que dans ce type de situation, il se passe plein de choses et encore une fois, les émotions sont quand même au centre de ces situations. Mmh. Comment tu les gères, toi, ces émotions, dans ces moments-là? Alors dans ces moments-là, ça dépend parce qu'il y a l'avant, avant d'être entrepreneur, Ouais. d'être à mon compte et l'après. Donc avant, il y a eu des moments, faut pas le cacher, très difficiles. Mmh. Parce que je suis très impliquée, très engagée, dans mon travail. Et puis faut le rappeler que toutes ces situations complexes demandent, Un fort investissement? un fort investissement et surtout beaucoup de contrôle au niveau juridique et beaucoup de précision pour éviter, des litiges et pour, éviter des risques financiers pour l'entreprise. Mmh. Donc ça, c'est important et les risques humains, on pourra en parler des heures, les risques psychosociaux, voilà, on est quand même sur l'humain. Ouais. Donc là, à ce moment-là, c'était beaucoup plus difficile à gérer. Néanmoins, j'ai toujours tenu bon avec, des moments de concentration, des moments où c'était un petit peu plus, complexe de gérer ses émotions. Heu, Dans les moments plus complexes, comment tu faisais face à ce moment-là? Tu vois, il se passait quoi? Ou est-ce que tu as trouvé, avec l'expérience, des ressorts qui pouvaient te permettre un peu de tempérer ou de passer ce cap, un peu plus, sereinement? je dirais, il y a plusieurs choses. Il y a ce qui est interne à l'entreprise et externe. Donc, pour il y a les proches, hein, bien évidemment, qui est une grosse, source de ressources, si je peux le dire comme ça. Avec, une famille, d'avoir une famille, sur qui on peut compter, un compagnon avec qui on peut échanger, Mmh. et puis des proches, voilà, sur qui compter, qui font le même métier que vous ou pas et j'ai toujours été entourée de personnes qui sont quand même beaucoup dans le développement personnel, dans l'écoute, de ses émotions, l'écoute de soi. Donc ça c'est important. Mmh. Puis il y a le lieu de vie qui pour moi a toujours été, un socle, quelque chose de fixe finalement complètement, à l'opposé, des situations que j'ai pu vivre dans le travail, dans la conduite du changement. Et en interne dans l'entreprise, forcément on s'appuie toujours sur une poignée de personnes sur qui, avec qui on peut échanger, avec qui on peut se confier et cetera. Mmh. Donc, sachant que quand on est RH, malheureusement, enfin, on ne peut pas se confier à n'importe qui, Ouais. bien évidemment. Donc en général, on se confie à des personnes du comité de direction, voilà, parce qu'il y a pas mal de choses confidentielles. Mmh. Tu parlais tout à l'heure que tu avais fait des séances, d'équithérapie, ça t'a apporté Pas quoi? d'équithérapie, d'équicoaching. Ah, Je d'équicoaching. pense qu'on est on ça il doit y avoir une différence. Ouais, c'est quoi du coup, tu peux nous expliquer? Alors l'équi-coaching, moi je l'ai fait en individuel, mais ça peut se faire en collectif. Souvent c'est fait en collectif pour mettre en place, des liens, au sein d'une équipe, voir, quel est le leader, voir la complémentarité, au sein de l'équipe. Là, j'ai fait 4 séances et j'ai voulu travailler sur le lâcher prise. Mmh. Voilà, donc c'est des séances avec un cheval. On est tous les 2 et la coach qui est, à côté. Et on fait les exercices, voilà. On monte pas sur l'animal. Alors par moment, il faut pas lui parler, il faut pas le toucher. On peut avoir les yeux bandés. Donc c'est des exercices quand même enfin qui peuvent être difficiles, Oui, qui demande de la confiance. qui demandent de la confiance. Exactement, en fait, on s'appuie notamment sur la confiance. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le cheval est votre miroir. Mmh. Donc le cheval va refléter qui vous êtes et ça va vous permettre, d'avoir plus confiance ou Mmh. ou d'adapter des choses.
Et c'est moi, j'ai fait une séance, alors moi, c'est équithérapie pour le coup, Mmh. mais j'ai l'impression que ça ressemble quand même, enfin que le la dynamique, on va dire, est Oui, la même, hein, d'avoir ce le cheval miroir, en fait, ça re le cheval, montre qui on est, mais il montre aussi nos émotions et tout ce qui se passe en nous et il met ça en lumière, chose que des fois on voit pas forcément de nous à nous oui. et je trouve que c'est hyper intéressant, de voir comment l'animal, avec la coach ou la thérapeute qui va traduire aussi un peu, hein, parce qu'on peut pas forcément, comprendre tous les signaux, mais c'est hyper intéressant, C'est ouais, de très voir, intéressant et puis je trouve que les résultats sont vraiment rapides. mmh, Moi en tout cas, je les ai vus très rapidement et ça m'a fait énormément de bien. Donc j'ai fait ça il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant mmh, et et ça m'a vraiment aidée. mmh, Il y a des sujets sur lesquels réellement j'ai lâché prise. mmh. Il y a 2 ans, c'était un changement de carrière, il y avait, un par Non, c'est suite à la rencontre, d'Alexandra, Formeau, une équipe coach et puis, on a fait une séance, d'essai et puis après tu accroché. j'ai voulu le faire, toute seule, pour voir ce que ça m'apporterait. Mmh. Dans ta carrière, tu me disais quand on préparait cette interview aussi que, tu avais quand même vécu, 2 licenciements économiques, des périodes quand même assez fortes. Tu peux nous partager un petit peu plus ces moments-là? Oui, alors le premier licenciement économique, c'était, je travaillais encore, sur Montpellier, c'était juste avant que je parte vivre à Paris. Et c'était justement dans cette entreprise qui a connu un fort développement d'activité, et 450 salariés, hein, 150 CDI et puis 300, formateurs occasionnels, donc Mmh. ça fait quand même du monde, 11 sociétés, et donc à la fin, bah, je me suis retrouvée toute seule à tout gérer et j'ai été licenciée voilà. Donc Mmh. je suis allée au bout de la procédure. Alors ce qui peut paraître, difficile, alors surtout parce que j'étais jeune finalement. Mais néanmoins, humainement, ça a été quelque chose de très riche. Aujourd'hui, je suis encore, c'est un de mes meilleurs amis, le dirigeant et cette expérience humaine m'a fait, je pense, grandir, même si ça a été difficile parce qu'on en repart on revient aux émotions, mais ça a été quand même assez difficile et puis bon, je travaillais 12 heures par jour, enfin c'était complexe. Donc premier licenciement. Entre-temps, j'ai rencontré, l'homme de ma vie et à la suite du licenciement, je suis partie le rejoindre vivre à Paris. Mmh. Voilà, là, le 1er licenciement et deuxième licenciement, bah, c'était pendant le covid. 1 semaine après ou 10 jours après le confinement, j'ai lancé une procédure de plan social, PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, dont la suppression de mon poste. Voilà. Donc j'ai géré tout ça à distance, et puis ça s'est terminé par mon licenciement éco. Mmh et ces périodes très intenses avec 12 heures de boulot par jour, tout ça, est-ce que tu as observé des impacts, physiques ou sur ta santé mentale? Oui, alors moi je suis sujette à l'hypertension, donc et puis c'est de l'hypertension, essentielle, au sens médical. Moi j'appelle ça une hypertension émotionnelle, puisque, bah, quand il y a trop d'émotions, par le passé, c'est vrai que j'avais des hausses, de tension Mmh. et du coup j'ai fait un burn-out sur, la dernière expérience en CDI à Paris. Tu l'as vu, comment ça s'est déroulé, par rapport au burn-out? Est-ce que tu as commencé à avoir des signaux? À quel moment tu as eu la sensation de te prendre le mur? Comment tu t'es relevée? Alors les signaux, ben, je pense que tout le monde dirait la même chose, mais on les voit pas, même si, moi j'avais quand même ces signes d'hypertension avec des petites hausses et tout, mais j'ai Et avec le recul, tu perçois ou pas du tout? oui, 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 c'est très facile à percevoir. Mais là, j'ai tellement de travail, il y avait le quotidien, plus les projets de session, Mmh. plus, plein de choses et j'ai senti que ça allait pas et je suis tombée dans mon bureau. Ah oui, oui, c'était pas fini, tu étais encore en plein, Ouais, donc 23 de tension. Donc ça, c'était avant le confinement. mmh. 23 de tension, donc je me rappelle avoir appelé, mais personne m'a vraiment entendue. J'ai appelé. Je suis tombée. Heureusement, la porte était ouverte alors que c'est vrai que par moment, je ferme mon bureau,
pour m'isoler et me concentrer. Et puis là, il y a des personnes qui sont arrivées, du bureau de la comptabilité à côté. On a appelé les pompiers, tout ça. Bah, je suis rentrée chez moi. Mais c'est vrai que les mois d'avant, j'avais eu d'autres signes où je m'étais arrêtée sur la route. J'avais appelé les pompiers aussi, parce que j'étais en crise, de stress. Crise Parfois, d'angoisse? l'hypertension est tellement forte qu'on n'a plus d'énergie. Ouais. Et voilà. Et finalement, ça va peut-être te paraître bizarre, mais le covid m'a sauvée. Mmh. Parce que, Tu envie de te reposer? ça m'a permis de me protéger, pas de me reposer parce que enfin la période de covid, là pour le Elle coup, était je dure? bossais, 6 jours sur 7. J'ai bossé le 1er mai, le 8 mai, enfin j'ai vraiment beaucoup travaillé. Il a fallu gérer le quotidien à distance, et puis préparer, ce fameux, plan social. Plus manager, ma collaboratrice à distance qui faisait notamment la paye, donc enfin voilà, le service n'était pas, arrêté. Ouais. Donc ça m'a sauvée parce que, ça m'a permis de télétravailler. Alors je travaillais beaucoup. Bon, ma fille était en CP, donc la rédaction du plan social, les réunions tous les matins avec le CODIR, mon compagnon qui allait au bureau tous les jours, ma fille en CP, HPI qui voulait absolument, faire des choses qu'on ne fait absolument pas en CP. Bon bref, j'ai tenu. Et voilà, mais ça m'a protégée parce qu'au moins la communication avec l'extérieur et avec les collaborateurs, avec les élus, parce que durant cette période, finalement, les personnes à qui je travaillais le plus, c'était certes le comité de direction, mais également avec mes élus, mon délégué syndical et les membres du CSE. Donc c'est Ouais. quand même avec eux que je travaillais le plus, à distance. Et ça m'a voilà, c'était un rythme de travail qui finalement était très intense, mais où je maîtrisais l'organisation et où je maîtrisais comment dire? L'espace. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, à ce moment-là, on peut rentrer dans mon espace de travail, même si c'est à distance. Et puis, bah, quand je dois me concentrer, je dois travailler, ben, C'est plus facile de fermer la porte, quoi. voilà, la porte est dans un bureau est fermée, mais malgré tout, Il y a une enfin, je pense qu'on clé. l'a tous vécu. On peut être au téléphone, la porte est fermée, ben, néanmoins, il y a toujours des personnes qui arrivent à rentrer, à se positionner devant vous pendant que vous êtes au téléphone. Et pour autant, on a juste envie de dire: «Mais que porte Non? fermée, je suis au téléphone, donc je ne suis pas disponible». Donc voilà, donc ça a été vraiment un grand changement. Déjà, quelques mois auparavant, j'avais commencé à faire un peu de télétravail, mais peu. Et vraiment enfin moi, le télétravail est pour moi une grande source de ressources. Mmh. Oui, j'allais dire, comment tu perçois toi en tant qu'RH, cette nouvelle, dynamique, au niveau du travail avec le télétravail? Alors déjà, le télétravail, on ne peut pas le mettre en place dans n'importe quel poste, dans n'importe quel secteur d'activité. On est d'accord que, les salariés qui sont, Nous, l'hôpital, c'était mort, quoi. voilà, par exemple, les salariés qui font de la vente, c'est pas possible. Enfin voilà, il y a quand même des postes qui ne sont pas télétravaillables. Néanmoins, je trouve que c'est vraiment, un bon moyen, de se concentrer, de travailler plus vite, de manière optimale et de mettre, d'imposer son organisation aux autres. Parce que finalement, même si on a décidé, on a bloqué dans notre agenda de travailler sur quelque chose, bah, les gens ils viennent nous voir et cetera. Et mais c'est en lien avec la confiance. Enfin, moi, je suis persuadée que c'est en lien avec la confiance. Il y en a qui disent que ça a aucun rapport. Moi, pour moi, c'est en lien avec la confiance. On me dit souvent: «Oui, quand on est en télétravail, on travaille moins» et cetera. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Il y a ceux qui, en télétravail, travaillent moins. C'est une réalité. Il y en a qui en font moins, qui en profitent pour faire d'autres choses. C'est une réalité. Après, il y a ceux qui travaillent exactement de la même manière, qui justement essaient de respecter les horaires, qui sont, le bon petit soldat, Ouais, hein, sans c'est pas c'est enfin, péjoratif. non, c'est pas péjoratif, mais c'est ça. Et puis il y a aussi un autre tiers qui
qui a tendance à beaucoup trop travailler. Eux, ils ont plus de limites. Voilà, qui n'ont plus de limites. Et c'est vrai que moi, je fais un peu partie de cette troisième tranche. Néanmoins, à mon avis, si on fait une moyenne, Ouais. enfin, l'entreprise n'est pas perdante. Et puis après, je dirais que chaque salarié, enfin voilà, va dans le sens de l'engagement qui lui convient et puis on a enfin voilà, nulle part c'est marqué qu'il faut travailler plus. Nulle part c'est marqué qu'il faut travailler moins non plus, hein, mais bon. Parce qu'on parle beaucoup de bienveillance, mais c'est toujours dans les 2 sens, en fait. Ouais. Voilà, on oublie aussi qu'il y a certains collaborateurs qui ont tendance à trop lever le pied parfois. Mais voilà, néanmoins, je pense que le télétravail est un bon moyen et notamment, sur la partie rédactionnelle juridique. Moi, je fais beaucoup je rédige beaucoup de documents juridiques. Là, quand on fait les plans sociaux, je rédige, 2 fois 70 pages, hein, donc il y a quand même, un cadre légal à respecter. Il faut s'appuyer sur les chiffres, sur la compta, enfin voilà, je travaille avec le DAF, on épluche les comptes et cetera. Donc là, il faut être concentré et c'est vrai que si on est dérangé tout le temps, c'est compliqué. Mmh. Et puis finalement, il y a plein de réunions qui peuvent se faire à distance. C'est parfois même mieux, ouais, il y a des personnes qui ont du mal à rester 1 heure autour d'une table en réunion avec du monde et c'est vrai que quand on est à la maison, ben, on peut marcher, on peut changer de pièce et pourquoi pas? Enfin, moi, je trouve que ce qui compte, c'est que l'activité, perdure, que chacun, trouve du sens et soit épanoui dans son travail. Le flicage, il y en aura tout le temps. Néanmoins, voilà, il faut lever le pied. Mmh. En tant que, DRH, toi, du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de situations où tu fais face à l'humain et tu dois recadrer l'humain. Comment tu le vis, toi, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été facile pour toi ou qu'au fur, et à mesure de l'expérience, Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai, quasiment si j'ai toujours intégré des entreprises, avec lesquelles j'étais en accord sur les valeurs de l'entreprise. Donc quand ça se passe comme ça, c'est beaucoup plus facile Mmh. de cadrer, de recadrer, heu, voilà, de mettre en place des procédures. J'ai eu cette chance, en fait et Ouais. puis les rares fois où j'ai pu être en désaccord ou en tout cas pas totalement alignée, j'ai quitté l'entreprise. Enfin moi, en tant qu'RH, il m'est impossible, de faire des choses qui sont, trop borderline vis-à-vis de la réglementation. Ouais. Hem et si je trouve que c'est injuste, l'équité pour moi est très importante dans mon travail et c'est vrai que la notion d'équité, pour moi doit être respectée. Mmh. C'est quoi les valeurs qui te portent, dans le milieu pro? Bah, l'équité, Mmh. ça c'est clair. Alors dans l'équité, en résumé, je dirais que il faut à la fois respecter, le cadre juridique. Mmh. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui dira: «Mais on va licencier cette personne et tout», faut trouver les arguments. Moi, je suis désolée, j'ai pas d'arguments. Enfin, je vais pas licencier cette personne parce que déjà derrière, il y a des risques prud'homaux, Mmh. donc ça, c'est pas bien et puis humainement, enfin, c'est un peu minable. Et après respecter l'humain et notamment, faut faire attention quand même à pas rentrer dans la dérive d'être trop bienveillant et d'être trop dans l'empathie, parce qu'il y a aussi des enjeux, Économie. économiques et cetera. Donc c'est pas alors voilà, moi j'ai pas j'ai très, très peu ressenti ça. Enfin, je l'ai ressenti une fois, dans une mission de transition. Bon, c'était dans un contexte international, des cultures très différentes. Bah, j'ai pas lâché. J'en ai bavé. Enfin, vraiment j'en ai bavé. Heu, Néanmoins, j'ai fait beaucoup d'assertivité. Donc j'ai expliqué ce que je ressentais, pourquoi ça me faisait, du mal et de rappeler aussi pourquoi je ne suivais pas, ce qu'on me demandait Mmh. et c'est vrai que j'ai toujours refusé de faire des choses, très bancales. Alors voilà, j'ai du caractère, mais voilà, ça ce sont mes valeurs et je Tu déroges pas. non, du tout.
même si on me proposait un très gros salaire, ça, c'est pas possible, je peux pas le faire. Quand on a préparé aussi l'interview, tu m'as parlé, que ta vie tu m'avais dit: «Ta ma vie professionnelle s'est fait, par les rencontres». Qu'est-ce que tu as voulu me dire par là? Alors par les rencontres, bah, depuis le début, mon premier poste, je suis rentrée dans une agence, alors à l'époque, ça s'appelait même pas Pôle emploi, même encore avant, je sais plus comment ça s'appelait. Bon bref, France Travail d'aujourd'hui et je suis rentrée pour regarder les annonces et une personne qui m'a accueillie, qui était l'ancienne DRH, d'un groupe dans la restauration collective et qui me dit: «Ah bah tiens, le nouveau DRH cherche quelqu'un» et hop, voilà, premier poste. Alors j'étais partie vivre à Lille à l'époque Mmh. et après les choses comme ça se sont enchaînées, le joli poste que j'ai occupé, pendant 5 ans, le dernier à Montpellier, chez Formatem, c'est pareil, je suis allée à un entretien pour faire, j'ai répondu à une annonce pour faire du recrutement, du développement RH et en fait, il a recruté le dirigeant a recruté une autre personne et il a créé un poste pour moi sur du contrôle de gestion sociale et après finalement j'ai fini RH sur l'entièreté, de la fonction. Donc voilà, très belle rencontre. Après je suis partie vivre à Paris, là j'ai postulé. Bon ben voilà la petite provinciale, qui prend le premier poste, qui vient. Ben là ça m'a c'était pas bon. C'était pas le poste qu'il me Voilà, fallait. OK. Je suis restée 1 an et demi. Bon, j'ai appris parce que c'était un grand groupe qui avait des jolis process, très en avance déjà, il y a plus de 10 ans, on était déjà sur l'inclusion, sur les seniors et tout ça. Donc ça c'est j'ai appris des jolis process et c'était intéressant, des belles méthodes de travail. Et puis, je te parlais au tout début d'une personne dans mon entourage qui était DRH et qui m'avait donné envie, de faire ce métier. Elle quittait, un groupe de presse pour rejoindre, un autre groupe de presse et elle m'a parlé de ce poste et voilà et ça s'est enchaîné et à la suite, des 5 ans au sein de ce groupe, il y a eu un changement de direction. J'ai appelé le syndicat, de la branche, au sein duquel j'étais très active à l'époque. Le lendemain, une DRH externalisée m'appelle en me disant: «Bah, tiens, justement, le groupe cherche un DRH à temps plein et en CDI, pour développer et mettre en place plein de choses». Voilà, c'est tout ça, ça s'est enchaîné comme ça et même après mon licenciement, voilà, il y a une personne de mon entourage qui m'a apporté ma première mission de transition et les choses se sont enchaînées comme ça et depuis 5 ans, c'est comme ça, en fait. Mmh. Voilà, donc ça, c'est toute ma vie et à chaque fois que j'ai voulu vraiment postuler à des offres, Ça l'a pas finalement, fait? ça a plutôt capoté. Donc les rencontres, en effet, heu, Oh, une place ont une importante. place importante. Mmh. C'est quoi qui t'a donné envie du coup de passer, du salariat à l'entrepreneuriat? Alors je l'ai pas choisi. On me pose cette question, je sais pas combien de fois par mois. Ouais. On me sollicite sur LinkedIn ou dans mon entourage, on me demande de partager, ce cette envie, ce changement et tout et en fait, j'ai pas du tout choisi. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, je vivais encore en région parisienne. Je venais d'être licenciée éco. En parallèle, je travaillais sur un projet de réhabilitation de ma maison, familiale que ma grand-mère a acheté en 1947 et donc l'idée était de partir de la région parisienne, donc j'allais pas rechercher un nouveau poste en CDI. Puis j'ai eu une première mission. 3 jours avant de partir, de déménager, je vais déjeuner chez un ancien collaborateur, un directeur à la rédaction. Il me dit: «J'ai un ami qui recherche une DRH pour, voilà, pour la fermeture d'une compagnie aérienne», bon, bah, voilà donc hop. Ce que tu connais en plus, les fermetures. Voilà, donc ça et je dis: «Mais je pars», bah, tout s'est fait à distance, enfin, c'était et tout s'est enchaîné comme ça, en fait. Tout s'est enchaîné comme ça et c'est vrai que bon, j'ai cette chance, depuis 5 enfin, même depuis toujours, enfin, faut dire les choses, j'ai jamais galéré pour trouver un boulot. Mmh. Ton rapport, à l'équilibre pro perso tout au long de la carrière, comment tu le vois? Alors, il y a ce que moi je vois et ce que mes proches voient, C'est ça, perçoivent. on va faire les 2 versions.
Alors, moi, c'est vrai que l'équilibre vie pro, vie perso, il est bien, même s'il y a pas vraiment de limite finalement, parce que, parce que aussi peut-être je suis dans un travail où l'humain est important et puis aussi parce que depuis que je suis plus salariée, on coupe moins. Enfin, Les enjeux. ouais, les enjeux et puis voilà, on se fait un peu embarquer, dans dans ce mouvement de on est tout le temps sur les réseaux ou, à des after work et cetera. C'est vrai que pour mes proches, parfois j'ai du mal à couper. Donc quand même depuis quelques semaines, quelques mois, petits mois, j'essaie déjà de pas travailler le week-end, mais Ouais. ça m'arrive parfois, hein, j'ai un client, parfois il faut que je clôture la paye, je vais clôturer la paye, le week-end, ça c'est plus simple et ça fait gagner du temps à tout le monde et voilà, donc j'essaie un peu. Cet été, j'ai coupé 2 semaines. Pendant 2 semaines, je checkais un peu LinkedIn quand même, faut pas pousser. L'air de rien. Les mails, je les ai pas regardés. Voilà et puis j'avais préparé, mon départ pendant 2 semaines. Mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à dissocier les 2. Enfin, en tout cas, à pas, intégrer mon pro sur le perso, d'autant que, ma fille a assisté à pas mal de choses que j'ai gérées de la maison, notamment, pendant la période de confinement et après. Mmh. Donc voilà, je compense de temps en temps, je l'amène au bureau depuis qu'elle est toute petite. J'ai eu la chance de travailler dans la presse, jeunesse, donc déjà tout bébé, forcément elle est allée, dans les locaux et puis je travaille 11 ans dans les médias, c'est beaucoup plus facile d'emmener les enfants, au bureau, c'est pas comme dans l'industrie. Donc voilà, je la fais découvrir aussi, comprendre et je lui ai expliqué il y a quelque temps que, c'est important aussi de que ses parents soient heureux. Voilà, c'est toute la difficulté, hein, mais la culpabilité, d'être parent et d'être, passionné par son travail, on pourrait encore en parler pendant des heures. C'est un sujet qui est intéressant, hein. Si Ouais. tu veux développer, avec plaisir parce que je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Ouais, alors, là aujourd'hui, bon, elle est au collège, donc ça devient beaucoup plus facile. D'ailleurs, j'avais une réflexion il y a quelques jours, je me suis retrouvée toute seule à faire le point de ma journée, puis je me dis: «Tu te rends compte? Ça y est, en fait, elle a presque plus besoin de toi». Et on voit qu'il y a pas de il y a pas vraiment de transition. On doit être beaucoup disponible et c'est normal Mmh. pour nos enfants et tout d'un coup, ils s'envolent et c'est un peu étonnant. Mais c'est vrai alors moi, j'ai vécu la région parisienne, donc en plus, enfin Ouais, c'est voilà, intense. j'ai été enceinte en région parisienne, ma fille est née, là-bas. Donc il y a une organisation qui s'est mise en place. Donc bien évidemment, aujourd'hui, tout paraît très, très simple. Mmh. Après ça nécessite d'être bien organisé et il y a une chose, j'en suis persuadée, c'est que, alors on n'a pas toujours la chance de choisir, le père de ses enfants, hein, mais il y a aussi, voilà, en fonction du père de vos enfants, l'organisation est plus facile à mettre en place et cetera. Mais bon, voilà, là, on va pas rentrer dans les, organisations des couples. Mais néanmoins, à mon avis, on est quand même au cœur d'un sujet, enfin, voilà, pour la parentalité, heu, l'organisation est nécessaire. Et par rapport à la culpabilité, toi, comment tu l'as perçue, vécue, à quel moment ça a été plus ou moins fort? C'est de se dire que, tiens, à 19h30 on va faire les devoirs alors que ça serait peut-être l'heure de manger ou autre, d'arriver en âge à l'école, à la fermeture, enfin voilà, c'est des choses comme ça où finalement, voilà, je sais que ma fille, ça a pu pas la marquer, mais l'agacer un peu. Mais voilà, après c'est toujours la même chose, tant qu'on arrive à en discuter et faut trouver des solutions. Mais là, je pense que depuis que je suis revenue vivre à Montpellier, donc ça fait 4 ans, je suis beaucoup plus disponible, sauf quand je suis en déplacement, mais je suis peu en déplacement.
Tout à l'heure, tu me disais pendant tes vacances que tu faisais quand même un petit point, LinkedIn. Toi, ton activité professionnelle, elle passe beaucoup par ce réseau-là? Ben, en ressources humaines, il y a quand même, beaucoup de veille et la veille, moi je me rappelle il y a 20 ans, je faisais ma veille sur des newsletters, je recevais des mails, j'épluchais la réglementation et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cet outil qui est fantastique, LinkedIn. Bon, il y a de nombreux sites, aussi, RH qui sont très intéressants. Ça permet de savoir, quels sont, les nouveaux outils, qu'est-ce qui marche pas en fonction de l'activité, en fonction de la culture de l'entreprise et voilà et puis, c'est important, c'est important. C'est plus, pour toi LinkedIn, pas, pour rechercher des clients, mais plus pour, mettre à jour, ta manière de travailler ou ce qui sort en termes Bah, de il y a un peu des 2. Il y a aussi une forme aussi, un but de visibilité, je dirais. mmh, Voilà, de dire qu'on est présent, alors moi le truc c'est que comme j'ai plusieurs activités en ressources humaines, peut-être le repréciser, c'est qu'aujourd'hui je suis RH externalisée. Par moment, je fais des missions DRH de transition, donc sur 8 à 10 mois en entreprise ou alors je fais du management relais, donc je remplace je pallie une absence en mmh. fait. Et puis je fais un peu de conseils sur, ce qu'on appelle la prestation conseil, d'accompagnement, de mise en place d'outils, sécurisation, professionnalisation, structuration d'outils, RH. Mmh. Donc finalement, en tant qu'RH externalisée, je suis sur LinkedIn plus pour tout ce qui est veille, voir ce qui se passe et cetera. Des RH de transition, ça permet au cabinet de management de transition de savoir si je suis dispo, pas dispo, où j'en suis et tout, et puis de montrer que bon, a priori, il y a certains sujets sur lesquels, que je maîtrise, certains Ouais. sujets que je maîtrise, pardon. Et puis, sur toute l'autre partie voilà, et après il y a Montpellier, puis il y a Paris, enfin c'est vrai que je suis un peu sur plusieurs, sujets. Tout à l'heure, tu disais que tu voyais des différences, culturelles, entre les régions, tout ça. C'est quoi qui t'a le plus marqué? J'avoue, ça me questionne, et Je vais si être très j'avais, je vais être très directe. Alors je suis montpelliéraine, donc je me permets aussi d'être peut-être plus cash que des personnes qui viendraient d'une autre région. Mais ayant vécu, 12 ans en région parisienne, c'est vrai que l'activité, en tout cas au niveau des ressources humaines, est, un peu plus dynamique, heu et aussi parce qu'il y a des entreprises de taille, des entreprises, pardon, de taille, plus grande. mmh, Donc forcément, il y a des budgets, des outils, des méthodes de travail qui sont, souvent plus développées, bien qu'il peut y avoir des toutes petites structures qui ont déjà des outils, vraiment, hyper performant. très performants. En résumé, je pourrais retrouver un travail en CDI. Aujourd'hui, il y a rien qui OK. est venu à moi, même en termes de rémunération. Faut dire quand même les choses, hein. Montpellier, propose des rémunérations très, très faibles, même à quelques centaines de kilomètres d'ici. À Narbonne, Perpignan, on est déjà sur des rémunérations plus importantes, ou Valence. Comment tu l'expliques ça? Je sais pas, j'ai pas fait j'ai pas fait Tu d'études, pas mais fait a ouais. priori, je pense que c'est la mer, c'est le sud, Ouais. tout ça et en ressources humaines, c'est très flagrant. Peut-être pas dans tous les autres métiers, mais je pense qu'en ressources humaines, en finance, ces fonctions support, les rémunérations sont vraiment très, très basses Mmh. et heu et les prises de décision, alors ça c'est pour en avoir parlé avec d'autres RH, on trouve que les prises de décision sont plus lentes. Moins de réactivité? Ouais, moins de réactivité. Mmh. Néanmoins, je suis du sud, donc Tu apprécies, j'assume, je suis revenue ici, mmh. pour les bonnes raisons, mais voilà, c'est une approche différente. Il faut le dire. On le dit peu, c'est peu écrit aussi sur les réseaux, mais c'est une réalité. Mmh. Comment tu prends soin de toi, toi, aujourd'hui? Comment je prends soin de moi? Mmh. Hem, je passe du temps avec moi-même, Mmh. donc
C'est ma meilleure ressource de me retrouver seule avec moi-même, de faire le point, voilà, de me mettre en concurrence avec moi-même, de me faire des petits challenges pour m'améliorer, pour, gérer mes émotions. Hem, j'essaie de faire du sport, mais je n'y arrive pas. Je passe du temps avec mes proches, je jardine, enfin voilà, j'aime la nature. Tu intègres des activités qui te ressourcent. Ouais, ouais. Mais ça se fait naturellement, je réfléchis pas forcément. Enfin, Mmh. après, il faudrait peut-être que je me mette un cadre, plus strict, hein, pour m'obliger à faire des choses et tout, mais c'est Si ça te convient. Tu sais, des fois, ouais, pourquoi rajouter du strict, mmh. quand c'est fluide, hein? Ce qui compte, Des bons repas, des amis, la pétanque, une petite plage privée, c'est déjà beaucoup en termes de ressources. On arrive un petit peu sur la fin, mais je garde un petit créneau parce que je sais qu'il y a encore une question intéressante à développer qui va partir de la question un petit peu, phare de du podcast. C'est quoi ta définition ou ta vision de la performance? Alors là, c'est une question hyper intéressante parce que je pense que chacun met une définition différente Ouais. autour de la performance. Hem, je pense que en plus ma propre définition a évolué avec le temps et Mmh. notamment avec tout ce que j'ai pu essayer de mettre en place en lien avec le développement personnel, l'equi-coaching, assertivité et tout autre, le disque, enfin, de découvrir, heu et de comprendre pourquoi on est tous différents et il faut mieux se connaître pour mieux communiquer avec les autres, enfin toutes ces choses-là. À mon sens aujourd'hui, la performance en entreprise, hein, parce qu'après il y a Il y a plusieurs performances, hein. plusieurs J'ai pas performances. précisé dans ma question d'ailleurs. C'est ça, c'est pour ça. Je fais beaucoup de sport donc je pense aussi à la performance, au sport. Alors au sport, on pourrait dire, c'est atteindre des objectifs et ne pas se blesser. Mmh. Donc c'est en lien avec, le bien-être. Donc là, je fais un rapprochement avec le travail, le bien-être au travail. Donc la performance, est-ce que ce serait pas, en tout cas pour moi, atteindre des objectifs, hem, pour tout en, gardant, du sens à ce qu'on fait, dans des bonnes conditions, pour être bien dans sa peau et être bien dans sa vie, être en bonne santé et ne pas s'épuiser, Mmh. parce qu'on parle beaucoup d'épuisement professionnel, parce qu'on parlait du burn-out tout à l'heure, mais il y a aussi l'épuisement professionnel, pardon, et personnel. Mais oui, la performance, je pense que c'est ça, c'est développer, répondre à des objectifs, sans que, en fait, finalement, sans que ça se voit au niveau humain. Je sais pas, Sans que ça enfin, impacte, sans ça ça impacte parce que non, on peut le voir au niveau de l'humain, mais que ce soit quelque chose de positif. ouais. Mais voilà, en gros, il faut pas que ce soit quelque chose qui soit, imposé, dur à vivre Mmh. et finalement la performance, je pense que c'est quelque chose qui s'étend sur le temps et ça doit s'inscrire sur la durée. Mmh. C'est intéressant parce que des fois, il peut y avoir la notion de performance comme elle est, au-delà, de ses limites ou de ses Mmh. et toi, du coup, tu es dans une approche, plutôt contraire que la performance pour durer, en fait, doit être, Oui, alors peut-être parce que, alors il y a un mot que j'ai pas beaucoup employé aujourd'hui, je pense, mais qui fait partie de mon quotidien, c'est l'optimisation. ouais. Je suis toujours dans l'optimisation du temps et l'optimisation des outils. Voilà, c'est que je considère que si les choses sont structurées, cadrées, les choses avancent plus vite et qu'on gagne du temps et cetera et que du coup, c'est moins difficile à réaliser. Mmh. Donc ouais, non, je pense que justement la performance ne doit pas aller au-delà du trop d'énergie, possible Mmh. à dépenser. Tu dois pas épuiser, quoi. Non, ça doit pas épuiser. Elle a évolué comment ta relation à la performance, au fil des années? C'est une bonne question ça. Je sais pas bien, je pense que, il y a la notion de protection.
Je Ouais. pense que j'ai intégré, alors je sais pas si on on est dans le sujet ou pas, Vas-y, laisse, mais dérouler ta pensée. la prod en fait, j'ai appris à me protéger avec le temps et du coup ça me permet petit à petit, de plus en plus, de pas dépasser mes limites et de pas me faire, péter les plombs parce que j'en ai trop, parce que donc maintenant j'arrive à, cadrer aussi les gens avec qui je travaille, Mmh. que ce soit des clients, des salariés et de rappeler que on va se lancer sur un gros projet, mais d'abord il faut poser les choses et il faut pas se lancer, sur un gros sujet si, si c'est pas prêt, en fait. Mmh. Donc ouais, la notion de protection, est importante. Mmh. Il y a un moment où qui t'a marqué, par rapport à la protection, où tu t'es sentie, justement démunie ou pas en sécurité? Je pense que j'ai bien avancé. Non, mais en fait, finalement, c'est toujours en lien avec ce le f accepter qu'on a le droit de dire: «Non, je ne suis pas disponible maintenant». Mmh. Alors dire: «Il y a trop de travail», ça c'est voilà, ça c'est toujours difficile à dire. En revanche, on peut dire: «Ce sujet est prioritaire, il faut qu'on priorise les sujets» Mmh. et le fait de les prioriser après, du coup, on a moins de pression parce qu'on sait qu'on va on va traiter les sujets dans un certain ordre. En revanche, on a le droit de dire: «Je ne suis pas disponible aujourd'hui». Au début du podcast, tu vois, tu parlais que, quand tu étais dans les ressources humaines, il y a un peu, cette fonction qui est un peu obligatoire d'être très adaptable à l'autre, enfin de s'adapter à l'autre, et cetera. Comment tu as réussi à trouver un équilibre entre l'adaptation et les limites justement? Alors je suis toujours dans les ressources humaines, Oui. d'ailleurs. Hem, je sais pas, peut-être en écoutant son corps et puis en s'appuyant sur les autres aussi. Parce que quand on est RH, on a aussi un rôle pédagogique, pour guider les managers, pour guider les dirigeants, pour qu'eux-mêmes abordent les sujets différemment et petit à petit aient une autre relation à l'autre et du coup, je pense que c'est un écosystème, c'est qu'on a tous quelque chose à s'apporter. Quand je parle de l'engagement, je dis toujours, un dirigeant, s'il est engagé, ses managers, eux, en priori, devraient être engagés aussi, Ouais, ce qui va générer l'engagement des collaborateurs une espèce de pyramide, et si les managers sont pas engagés, ça peut aussi décourager le dirigeant. Enfin et finalement, c'est une boule de neige tout ça, où chacun a sa place et alors certes avec un positionnement différent, parce qu'il faut rappeler ça, mais néanmoins, je pense que chacun a quelque chose à apporter. Donc il faut pas hésiter à s'appuyer, les uns sur les autres. mmh. Merci beaucoup Lucie. Je t'en prie. J'ai une dernière question pour toi. Qui c'est que tu aimerais entendre derrière le podcast? Derrière le micro du Alors podcast? je pense à 2 personnes. Ouais. Je t'avais parlé, d'une personne il y a quelque temps et je sais pas si tu avais pris contact avec lui, Abdelkrim, Bah, il est passé, derrière le Gr micro récemment. d'accord, Ce sera l'épisode Grigny, avant-hier. donc procureur, d'Alès, Mmh. un parcours formidable, Mmh. que j'ai eu la chance d'écouter et sinon il y a Sylvie Ruiz, qui est une juriste. Je te donnerai ses coordonnées et qui est, formatrice, qui sensibilise, aux violences interfamiliales OK. en entreprise. Donc c'est à la fois une belle cause, ça c'est son métier, mais voilà, je trouve que c'est important parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Mmh. On parle du handicap, on parle du harcèlement, c'est très bien, il faut continuer à en parler, mais il y a encore d'autres sujets dont on parle peu en entreprise et c'est important et les entreprises, nous RH et les entreprises ont cette responsabilité dans dans l'écoute, en tant que pouvoir faire des alertes quand on perçoit des choses. J'avais été formée il y a quelque temps aux premiers secours en santé mentale et alors on parle pas forcément de ça dans cette formation, mais effectivement
L'idée, c'est d'être alerté, de voir, si quelqu'un ne se sent pas bien et après de réorienter vers des professionnels et des personnes qui vont permettre à ces personnes, qui sont en souffrance, d'aller mieux. En fait, toi, tu as un rôle, enfin, tu peux en tout cas avoir un rôle dans le bien-être tu as un rôle dans le bien-être du salarié, ça c'est sûr, mais tu peux aussi avoir, un rôle sur son côté plus personnel, Mmh. si tu détectes, Oui, oui, des oui. violences, des anomalies, D'ailleurs, faut pas oublier qu'en ressources humaines, on travaille aussi beaucoup avec la médecine du travail Mmh. et que j'ai toujours eu des bonnes relations avec les médecins du travail. Je sais que c'est pas toujours le cas, mais je enfin voilà, il faut s'appuyer sur les médecins du travail et les psychologues, qui sont aussi rattachés à médecine du travail Mmh. et voilà, on a des responsabilités, collectives à avoir en entreprise, mais pas que. Voilà, faut pas l'oublier. Là, on a parlé beaucoup d'entreprise, mais finalement, beaucoup de des sujets qu'on a abordés sont aussi, transposables, En perso. au perso. Mmh. Merci infiniment pour ton partage Merci Carole, et je te dis à tout bientôt. à bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au-delà des performances. J'espère que cette conversation vous a inspiré et donné des clés pour intégrer davantage de bien-être dans votre quotidien. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aide beaucoup à faire grandir le projet. Pour continuer la discussion ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouvez-moi sur Instagram à carolemessonnier.naturo ou sur LinkedIn à Carole Messonnier. J'y partage régulièrement des conseils et des inspirations autour du bien-être et de la performance. Encore merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à bientôt!